Kong. The world needs him. She's the only one he'll communicate with. It's Godzilla. Godzilla vs. Kong. Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Covid oblige, c'est à nouveau une émission à distance que l'on vous propose, et donc je suis avec Fabien et Adrien. Donc comment allez-vous les gars? Coucou Jordan, ça va? Bonjour à tous. Salut Jordan, ça va bien, écoute, on survit, hein, comme d'habitude. T'as tout à fait raison Adrien, survivre c'est bien le terme en ce moment. Mais du coup, au programme de cette nouvelle émission, on va vous parler donc du nouveau film du Monsterverse, donc à savoir Godzilla vs Kong, qui est sorti chez nous en achat digital depuis le 22 avril, réalisé par Adam Wingard, qui est principalement connu des fans du cinéma d'horreur, puisqu'il a signé des sketchs pour les films VHS, il est surtout aussi connu pour Your Next, pour l'adaptation Netflix de Death Note, ainsi que la suite du projet Blair Witch, donc, qui a été sorti en 2016. Et là, donc, il signe le 4e film du Monsterverse, donc Godzilla vs Kong. Attention par contre, ça va être une critique qui est entièrement spoilers, puisqu'on a quand même beaucoup de choses à dire qui serait quand même assez compliqué de le faire sans spoiler. Donc si vous n'avez pas vu encore le film, allez-y et revenez après. Mais en tout cas, voilà, vous êtes prévenus. Donc tout d'abord, qui pourrait me raconter l'histoire du film? Qui se lance à raconter l'histoire du film? Je me jette à l'eau. Donc il s'agit du 4e film du Monsterverse, hein, qui donc a été établi par le Godzilla de 2014 de Gareth Edwards, mais on va dire établi dans les faits avec le Kong Skull Island de Jordan Vogt-Roberts et ensuite le Godzilla King of the Monsters de Michael Dougherty. Donc là, cette fois-ci, Godzilla revient et il n'est pas content, hein, pour reprendre la tagline de King Kong 2. Et donc il se met à tout détruire sur son passage, notamment près d'une multinationale qui s'appelle Apex. Et donc des membres de Monarch, donc la fameuse multinationale qui surveille les kaiju, décident d'aller chercher King Kong sur Skull Island et pour le ramener et possiblement le confronter à Godzilla, sauf que bon, on se rend compte qu'il va se passer d'autres choses en chemin. Voilà, je pense qu'on peut pas en dire plus pour le moment, même si on fera des spoilers tout à l'heure. On va dire que grosso modo c'est ça. Voilà. Godzilla will come for him. There can't be two Alpha Titans. Who bows to who? Kong bows to no one. The world needs Kong. There's something provoking into war. Ce film, alors, on était tous très excités de le voir, parce que de toute manière, hein, on se souvient tous qu'on devait l'avoir en 2020 à la base, ce film. Hein. On avait des trailers prévus pour fin 2019, début 2020, et ce film devait sortir en mars 2020, si je me souviens. Donc, l'attente commençait sérieusement à se faire ressentir, hein, on peut le dire. Quand les trailers sont sortis pour HBO Max, on était relativement mitigés, mais on s'est dit, bon, voilà, sortez-le, on veut voir ça, de toute manière, ça peut pas être quelque chose de fondamentalement mauvais. Alors, le film est... Je peux pas dire qu'il soit bien. Je pense que j'ai réellement apprécié le film, parce que
en soi, il nous donne ce qu'il nous vend. On a du combat de monstres à foison, il y a des trucs partout, genre ça pète de partout. La mise en scène est là, c'est très très beau, c'est vrai. Et je pense qu'on va en parler beaucoup de ce truc-là, mais les humains, le scénario avec les humains dans ce film, ça n'existe pas. Y a rien, on s'en fiche des héros en fait. C'est un film sur les monstres, et c'est uniquement ça. Donc en soi, ça a une très belle image, c'est très très joli à regarder, c'est très agréable. On n'apprend rien et c'est dommage. Alors, je suis un peu embêté parce que il y a une dichotomie entre ce que le film aurait dû être et ce que le film est au final. Car comme on le sait, ça devait être surtout l'aboutissement de ce qu'on avait vu dans Kong Skull Island et surtout dans Godzilla King of the Monsters, dans la mesure où on retrouvait les personnages de King of the Monsters dans ce film-là. Or, on le sait, Godzilla King of the Monsters a fait une sacrée contre-performance aux États-Unis. Hein. C'est un film qui n'a pas du tout rapporté l'argent qu'il aurait dû. Et du coup, clairement, ils sont obligés à la fois de prendre en compte les personnages de ce film-là, mais en même temps, ils font en sorte que ces personnages-là aient très peu d'existence, voire pas du tout. En tout cas, on essaie de faire en sorte que le film d'avant soit un lointain souvenir. Et c'est très bizarre, parce qu'on se retrouve avec un film qui à la fois doit s'inscrire dans une saga, mais que Legendary a fait « Oulala, stop, il faut qu'on transforme cet épisode de saga en stand-alone ». Donc on se retrouve avec un film qui est ramassé sur lui-même, donc 1h50. Alors aujourd'hui, les blockbusters d'1h50, ça n'existe plus, hein, c'est une espèce en voie de disparition littéralement, hein, il faut que le film fasse 2h30. Et en fait, on va pas se mentir, c'est un film qui devait faire au moins 2h30, voire même 2h45, qui a été ramené à 1h50. Pourquoi ? Parce que ils ont complètement expurgé toutes les relations humaines, tout le développement de personnages, tout ce qui, à mon avis, devait faire de ce film, non pas un grand film apocalyptique, mais un grand divertissement en bonne et due forme, pur jus, pour en faire finalement juste un truc très resserré sur les monstres, d'ailleurs très bien mis en scène au niveau des monstres, mais où tous les personnages humains sont juste des coquilles très, très, très peu esquissées au final, mais tout ça pour garder du rythme et pour pas que les gens s'embêtent en fait. Et là-dessus, j'avoue que ça marche, parce que le film file à la vitesse de la lumière. Je pense que c'est le film parfait quand t'as 8 ans. C'est-à-dire un gamin, moi je montre ça à un enfant, je vais pas lui montrer le Godzilla de Gareth Edwards, je vais pas lui montrer Kong Skull Island, je vais pas lui montrer King of the Monsters, je vais lui montrer ça. T'es un gamin de 8-10 ans, tu commences on va dire ton initiation à Godzilla, je pense que c'est le film, et Kong, je pense que c'est le film parfait. Vraiment. Parce que c'est vraiment des figurines qui se battent en fait. Et quand je dis que les combats sont réussis, c'est pas les monstres n'ont aucun poids mythologique, ils n'ont aucune aura fondamentalement, mais si tu veux voir des kaijus se battre façon catch, façon on va dire lutteur géant, bah il y a ce qu'il faut quoi. Et les techniciens des effets spéciaux, ils foutent la main à la pâte, hein, parce que en termes de mise en scène, de mouvement de caméra placée sur les trucs de monstres, là-dessus, c'est réussi. Après, bah, c'est sûr que toutes les charnières, tous les développements de personnages, tout ça, c'est balancé à la trappe parce que le film a été coupé, parce que je rappelle que le tournage du film a été fini quand Godzilla King of the Monsters est sorti. Donc ça fait qu'il y a au moins 1 heure de persos qui sont passés à la trappe. Et du coup, on se dit, ben voilà, on se retrouve avec le produit qu'on nous a vendu dans la bande-annonce. Il n'y a pas eu de pub mensongère pour le coup, hein. Ça a été littéralement ce qu'on nous a vendu. Hein. Un film centré sur les monstres, sur les combats, en mode fun. Et honnêtement, aujourd'hui, je n'arrive pas à me faire d'avis sur le film. Parce que c'est pas un bon film en l'état, mais en même temps, je ne me suis pas ennuyé. Et c'est très bizarre parce qu'à la fois... je sens que Wingard devait avoir un script de divertissement sympa entre les mains. C'est quand même Terry Rossio qui a supervisé le script. Hein. Terry Rossio, c'est la trilogie Pirates des Caraïbes, c'est le Masque de Zorro, c'est Aladdin, et c'est le script non tourné du Godzilla de 94, de Yann de Bond. Donc c'est pas un tâcheron, le mec. Et je me dis, je refuse de croire que le film qu'on a vu
en l'état, c'est un film avec un scénario complet validé par Terry Rossio. Donc c'est très très bizarre de se faire un avis, parce qu'en fait, en tant que démo technique pour des VFX, là par contre c'est nickel. Hein. Mais en fait, on a l'impression que ça suit la voie des films de l'ère Showa, des films Toho, c'est-à-dire qu'on commence avec un film sérieux, et ensuite petit à petit, on va vers une espèce de variation comique, un peu pantalonnade des monstres, quoi. Et c'est bizarre parce qu'on a l'impression qu'ils ont voulu faire un grand divertissement américain, mais que finalement, en réduisant le film à 1h50, ils ont voulu faire du Jun Fukuda des années 70. Très très bizarre. Très très bizarre comme expérience, mais pas ennuyeuse pour un sou, ouais. C'est très très déconcertant en fait. En fait, t'as exactement résumé mon avis sur le film, parce que moi j'en suis ressorti frustré de ce film. Frustré parce que déjà le film est ultra court, il fait qu'1h53, mais à l'inverse, t'as l'impression qu'il passe extrêmement vite, puisqu'en fait t'as des séquences qui s'enchaînent les unes après les autres, sans queue ni tête. Et à l'inverse, le film est ultra joli à regarder, à l'indifférence de Godzilla 2, où là t'avais les effets de fumée, les effets de brouillard, les effets de pluie, qui rendaient extrêmement illisibles les séquences d'action. Là, toutes les séquences d'action sont magnifiques, et c'est ça le gros problème du film. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pense que suite aux contre-performances de Godzilla 2, ils ont dû sabrer au maximum, et je pense qu'ils nous ont fait, alors peut-être de manière plus soft, mais je pense qu'ils nous ont fait un petit coup à la Justice League. Tout le développement a été sacrifié sur l'autel du rythme, parce que quand tu peux pas développer, bah, il te reste que le rythme, en fait, que le allez, on y va. Et c'est la première fois dans ce Monsterverse, finalement, que l'échec d'un film impacte sur la post-production du suivant, en fait. Parce que ça s'est jamais fait, en fait. Puisque les 3 réalisateurs d'avant, qui étaient plus ou moins libres, on va dire, enfin, plus ou moins, bon, voilà, ils ont fait ça avec des cahiers des charges quand même assez compliqués. Là, je vois clairement un cinéaste qui a dû sacrifier son montage parce qu'il y a des raisons économiques, alors que le Godzilla de Gareth Edwards tient parfaitement sur ses 2 heures. Kong Skull Island, c'est un survival, donc t'as pas besoin de faire un survival de 2h30, hein, 2 heures, enfin 1h50, ça suffit. Et on sent que Dougherty, il a eu tout ce qu'il voulait pour faire son film de kaiju avec toutes les licences Toho, Bear McCreary qui refait la musique, et là c'est « Ah stop ! Non. On resserre le truc, on enlève toutes les références. Je veux dire, Zhang Ziyi, qui joue dans Godzilla King of the Monsters, elle a été annoncée au casting de ce film-là, là, elle n'y est pas du tout. Et toutes les conséquences du film d'avant, de King of the Monsters, donc la machine Orca, la destruction de la ville par King Ghidorah et tout ça, ça n'est jamais évoqué dans le film. De même qu'il y a quand même une grosse faille de scénario sur un point spécifique, c'est que Godzilla, dans ce film-là, est méchant. Alors que dans les films d'avant, c'était censé être le protecteur de la Terre, et tout ça, le prédateur, l'alpha prédateur ultime, consacré. Et là, mais en fait, je me suis rendu compte que il y a une raison pourquoi Godzilla est méchante dans le film, et qu'elle a été coupée au montage. Parce que j'ai fait une recherche, et en fait, la raison pourquoi Godzilla est méchant découle littéralement d'un truc qu'il y avait dans King of the Monsters. Godzilla est contrôlé par une version améliorée de l'Orca qui est utilisée par le personnage joué par Eiza Gonzalez. Exactement. Mais ça, tu vois, c'est encore une grosse faille de scénario, dans le sens où, dans le film, on t'explique que Apex est en train de construire un mecha Godzilla à partir de la tête de Ghidorah, donc tu peux supposer que Godzilla est attiré par ça et que c'est ça qui le met en rogne. Sauf qu'à aucun moment, c'est clairement expliqué. Ah non. Replacé dans le contexte de cette machine Orca et du fait qu'il soit contrôlé, ça fait sens. Ça, pareil, c'est tout un arc qui a été coupé du film. Pour faire une version courte d'un film long, il faut s'appeler James Cameron. C'est-à-dire qu'il n'y a que James Cameron qui peut te faire un film comme Aliens, la version sale, et te faire un chef-d'œuvre, et te dire « Ouais, mais en fait, j'ai coupé tout l'arc émotionnel d'Hélène Ripley avec sa fille pour t'en faire encore plus un chef-d'œuvre, tu vois ?» Or là, c'est pas le cas. On sent que les personnages ont tellement rien à défendre comme ça en apparence qu'on se retrouve littéralement avec des coquilles vides. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de persos, quoi. On a les persos de la Team Kong et on a les persos de la Team Godzilla. Donc du coup, ça fait beaucoup de présence humaine, beaucoup de corps à l'écran, mais finalement, pas de développement parce que tout ça a été saccagé. De même qu'on a un personnage qui s'appelle Ren Serizawa dans le film. C'est pas n'importe qui, ce perso. Or...
la fonction symbolique qu'il est censé remplir dans le film, et surtout l'arc narratif qu'il devait occuper, donc à savoir le fils de Serizawa des 2 films d'avant, qui veut se venger de la mort de son père, tout ça, ça a été sabré aussi, ça a été coupé. C'est ce fameux assistant réalisateur, dont j'ai oublié le nom, enfin assistant de production, qui a dit ça a été coupé. Le statut, il était clairement défini dans le scénario, sauf que ça a été coupé dans le film, et ça n'a juste plus aucun sens, en fait. Voilà, c'est tout, c'est tout simplement ça. De même que apparemment toute l'intrigue d'Alexander Skarsgård a été coupée, parce qu'apparemment sa femme est morte pendant une expédition sur Skull Island, donc ça explique l'état dans lequel il est au début du film. Il y avait plus de scènes avec le directeur de Apex aussi, donc Walter Simmons, expliquer pourquoi justement le mec était un peu célébré, pourquoi il devenait vertueux, parce que justement il allait trouver la clé pour se débarrasser de Godzilla et tout ça. Donc il y a tout un truc, toutes les couches de scénario qui pouvaient rendre ces personnages intéressants, ça a été coupé. Après, bien sûr, ça excuse pas certains persos qui sont problématiques, hein. Le mec là, le podcasteur théoriste du complot, ça c'est un personnage un peu bizarre, mais ça encore une fois c'est presque un perso que tu pouvais voir dans Godzilla vs Gigan ou Godzilla vs Mechagodzilla de 74, quoi. C'est les mecs qui ont des professions improbables, qui savent tout sur les kaiju mais que le gouvernement ne sait pas, quoi, tu vois. C'est vrai que dans ce film, Godzilla il a une place excessivement étrange, ne serait-ce que on va un peu dans le spoil, hein, mais encore une fois dans le générique au début, qui est encore une fois le même style de générique qu'on a dans toute la saga, hein. Dans le générique, on nous montre que Godzilla a en l'occurrence buté tous les titans de l'univers. Quand il montre tous les monstres qui sont barrés, on montre qu'il a buté Rodan. Pourquoi il a buté Rodan ? Effectivement, s'il y avait cette histoire de contrôle de Godzilla avec Lorca, oui, bien sûr. Mais le faire que Godzilla est vilain uniquement parce qu'ils sont en train de fabriquer Mechagodzilla et que ça lui envoie un signal qui le dérange, c'est pas suffisant pour qu'il tue ses alliés, en fait. Tu sens qu'en fait il y a une genre d'annulation de l'univers, il y a un genre de soft reboot qui se fait, tu vois. Et c'est frustrant, quoi, parce que outre les autres monstres qu'on connaissait pas, la Behemoth et Scylla et tous ces trucs-là, Rodan, c'est quand même un monstre emblématique, t'as envie de le revoir, Rodan. Enfin, même si ça paraît grand-chose dans King of the Monsters, t'as envie de le revoir. Dans tous les cas, tuer Rodan, et le dire dans une scène de générique, c'est stupide. Pour un monstre aussi emblématique que ça, c'est stupide. Engaging uplink. Pilot engaged. Let's make a Godzilla. Le fait d'utiliser la tête de King Ghidorah pour faire Mechagodzilla, c'est pas une idée stupide. C'est un truc un peu étrange quand même, parce que on pourrait dire Godzilla il ressent King Ghidorah, donc c'est pour ça qu'il est en rogne. Pourquoi pas en l'occurrence. Mais même le Mechagodzilla qui n'est là pour pas grand chose à la vérité, parce que quand il apparaît, le film est fini en fait. Il faut dire. Et j'ai l'impression qu'il capte pas très bien ce que c'est Mechagodzilla, parce que oui, c'est un méchant, donc comme dans l'ère Showa, mais il est fabriqué avec le corps de King Ghidorah, comme dans l'ère SAI, mais il pète un câble aussi parce qu'il a l'énergie de Godzilla en lui, comme Kiryu. À aucun moment on te l'explique. Est-ce que c'est parce qu'ils ont récupéré la matière dans la terre creuse ? Est-ce que c'est l'âme de Ghidorah qui essaye de reprendre le contrôle sur Mechagodzilla ? C'est quelque chose qui a été ajouté assez tardivement dans la production du film, puisque dès le départ, Mechagodzilla devait être contrôlé par un pilote de bout en bout. Et c'est seulement après qu'ils ont eu justement l'idée de ce personnage qui obtient sa pleine conscience et faire tout un parallèle sur les intelligences artificielles et tout ça. Mais
mais tu sens que ça fonctionne pas dans le film. Ça n'a aucune incidence sur l'action, puisqu'en fait, de toute manière, qu'il soit contrôlé par Rei Serizawa ou qu'il soit pas contrôlé par Rei Serizawa, il va forcément affronter Godzilla. Donc en fait, ça ne change strictement rien à la storyline. Vous auriez pu juste garder Serizawa et le faire partir en mode je m'en vais à plus tard, tu vois, j'en sais rien, pour un méchant futur. On sent que le Mechagodzilla, il est presque ajouté à l'intrigue, donc je pense que c'est quand même important que ce soit un team-up et pas juste un affrontement basique entre Godzilla contre Kong. C'est sûr, mais Godzilla, faites-en quelque chose. C'est pas juste un robot de Godzilla, c'est quelque chose de bien plus intéressant dans l'univers des kaiju. Godzilla, c'est emblématique quand même. Mais même le team-up, il est totalement artificiel. Je veux dire, dans les autres films, il y avait des pistes qui commençaient à être amorcées pour amener ça de manière pertinente. Mais de manière générale, c'est le gros problème du film, c'est cette notion d'univers partagé. Enfin, c'était déjà le cas dans les films précédents, mais là c'est encore pire. Tu prends par exemple Serizawa, déjà il faut comprendre que c'est le fils de Serizawa parce qu'on t'en a jamais parlé avant, et puis surtout il a 3 scènes, donc si tu fais pas de recherche à côté, c'est quand même assez compliqué de faire le parallèle. Tu sais, ça m'a fait penser à Pacific Rim Uprising, où on t'amène un fils comme ça à Idris Elba juste pour pouvoir éventuellement faire davantage de films à la suite. Faites quelque chose de l'univers partagé. Enfin, quand on nous annonce qu'il y aura des personnages de Kong Skull Island qui vont revenir dans les films suivants, moi je m'attends pas à ce qu'il y ait uniquement Joe Morton qui fasse un sourire caméra, tu vois. Et Charles Dance, c'est un véritable gâchis, ça aurait dû être une version âgée du personnage joué par Tom Hiddleston dans Kong. Là c'est encore pire parce qu'on sait absolument pas où il est passé. Godzilla vs Kong doit se passer logiquement quelques années après Godzilla 2, et pourtant à aucun moment on y fait référence. Alors que pourtant c'est un personnage qui est super intéressant, qui est un espèce de trafiquant de titans comme ça. Enfin, t'as vraiment l'impression qu'ils savent absolument pas où ils vont en fait quand ils écrivent les films. Et du coup cette notion d'univers partagé, elle existe même plus. C'est pareil, quand tu vois Godzilla 2, que tu as toutes ces séquences avec l'Oxygen Destroyer, que tu vois la scène post-générique où on te dit que la zone est tellement contaminée que les pêcheurs ne peuvent plus récupérer de poissons, que tu vois la tête de Ghidorah derrière, tu penses évidemment à Destroya, tu te dis pas qu'ils vont utiliser la tête de King Ghidorah pour en faire Mechagodzilla. Et puis même, à quel moment Mechagodzilla amène le team-up entre Godzilla et Kong? Si tu veux faire un team-up, tu balances un monstre super puissant à la Destroya, et là, ça force le team-up. Ça montre toute la difficulté de donner une appréciation sur un film qui a été coupé, parce que bon, la plupart des gens, c'est pas des malades mentaux comme nous, à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Les gens ont pris le film pour ce qu'il est. Et pour ce qu'il est, c'est un épisode de cartoon, voilà. C'est presque un épisode, même pas de la série animée de 98, mais de la série Hanna-Barbera, quoi, tu vois, par moment, quoi. Enfin, on n'est pas loin dans le délire, mais ce qui est frustrant, c'est de voir à chaque fois cette espèce de dichotomie de cadavres de scènes humains qui persistent dans le film, et la maestria des séquences de VFX qui sont complètement dingos. Je veux dire, les combats, ils sont complètement ouf. Moi, là, je suis désolé, mais je préfère regarder les combats de ce film-là au film d'avant, hein, on va pas se mentir. Hein. Alors, bien sûr qu'ils sont traités pas du tout sur l'angle apocalyptique sérieux, mais sous l'angle combat, rigolo, fun. Mais si le but c'était de s'amuser, moi je me suis amusé à ces passages-là, tout en étant admiratif de la technicité de certains plans. Enfin, il y a un moment donné, Godzilla, il coule un bateau et il emporte, Kong, je sais plus, il emporte carrément le morceau du bateau avec lui dans les eaux, et ce bateau devient un élément important du combat. Kong, à un moment donné, il prend carrément un jet de l'armée, il s'en sert comme arme. Il y a ce plan génial où on voit un jet de l'armée qui décolle du porte-avions, avec la caméra est embarquée dans le cockpit, et c'était limite le plan promotionnel de Top Gun 2, quoi, tu vois. Et t'as ce plan-là dans le film, avec le mec, la caméra embarquée dans le cockpit, avec le mec qui décolle, et on voit Kong derrière qui est en train de rugir et qui manque de choper le mec, quoi. Et je me suis dit, waouh, il y a des idées, de VFX qui sont dingues. Et c'est John Desjardins qui a signé les effets visuels. John Desjardins qui est le collaborateur régulier de Zack Snyder.
Et effectivement, je trouvais que dans le film, il y avait des plans qui me rappelaient Man of Steel, hein, c'est-à-dire les caméras embarquées sur la cape de Superman. Là, il y a des trucs comme ça, avec les caméras en amorce derrière l'épaule, les caméras embarquées sur l'avion. Enfin bon, il y a beaucoup de caméras embarquées dans ce film, mais je trouve que ça permet une espèce d'immersion dans les points de vue que j'ai trouvé super intéressant. Alors, à défaut d'avoir du poids, au moins il y a des points de vue. Surtout au final de Hong Kong, où il y a beaucoup de plans limite en faux fisheye de la perspective de Godzilla ou de Kong. Si on part du principe que ce sont deux figurines qui se battent, le combat de nuit entre les immeubles multicolores, bah c'est trop bien. Enfin, je veux dire, ils se battent dans une espèce de flipper géant, quoi, littéralement. Ils tapent sur les immeubles, ça fait de la lumière, ils tapent sur un autre immeuble. Enfin, sur le moment, je me suis dit, putain, tu te mets à la place d'un gamin, mais c'est le kiff absolu. Hein. C'est le kiff absolu, parce que bah, le film n'a plus que ça à te proposer, et il te le propose en mode fun. Et ben, enfin, moi, je suis pas tombé des nues comme les gens, tout le monde est déçu du film. Si tu pars du principe que le Monsterverse est un truc qui allait évoluer vers quelque chose de creux, bah voilà, hein, tu l'as là, hein, la métaphore de la Terre creuse. Voilà. Moi, je voulais jamais voir de Monsterverse, moi je voulais juste voir une trilogie Godzilla. Bon, j'ai pas eu ça. J'étais pas convaincu par le film d'avant. Et là, fondamentalement, si je partais avec l'idée que j'allais être convaincu, bah, j'aurais été déçu. Alors là, je me suis laissé porter par un truc qu'on m'a vendu, et voilà. Donc il reste juste qu'à apprécier les moments qui peuvent te plaire. Mais c'est con parce qu'on a quand même plein de super acteurs. Encore une fois, il y a Rebecca Hall, elle a des super scènes avec la gamine, elles ont un truc tout... Enfin, limite, juste un film sur Rebecca Hall et la petite fille, ça aurait suffi. Ça aurait suffi. Là, il y a beaucoup trop de personnages. Il y a deux trajectoires, finalement, qui cohabitent ensemble et qui se rencontrent jamais vraiment. Par exemple, on a Millie Bobby Brown et la petite fille sourde-muette qui interagit avec Kong, Jia. Il y avait une dynamique à faire à la Gamera 3, tu vois, avec les deux gamines qui interagissent avec les monstres, qui d'une certaine manière sont les porte-parole des monstres. Il y avait un truc à faire, et ça, encore une fois, c'est pas dans le film. Alors, peut-être parce que ça a été coupé, mais en tout cas, c'est pas dans le film. Et c'est un peu dommage, parce que il y a un trop plein de persos, quoi. Il y a un trop plein de persos dans ce film, malheureusement. Alors que sur les films d'avant, on était concentré à chaque fois sur des groupes de personnages bien spécifiques et on les suivait. Là, il y a une cohabitation. Mais en même temps, je vais pas refaire le monde. Hein. Je parle de souhaits que j'aurais peut-être voulu voir, mais en même temps, le film... il est ce qu'il est, et il est déjà passé, hein, pour moi. C'est ça qui est triste, en fait, fondamentalement, c'est que ça y est, c'est passé. On se retrouve avec du consommable, alors que on est loin du film de Gareth Edwards, qui certes était imparfait, mais qui quand même restait en tête, parce qu'il y avait des images de cinéma qui étaient très fortes. Après, ce film-là, on l'a pas vu en salle, donc forcément, peut-être que l'expérience allait fausser aussi. Et après, tu te dis, mais en même temps, je suis presque en train de culpabiliser parce qu'on m'a juste proposé un film de monstre fun et que je culpabilise de l'avoir peut-être apprécié et qu'en même temps, je veux qu'il y ait plus dedans. C'est très bizarre, très très bizarre comme sensation, très très bizarre. Non, mais c'est une frustration, hein, et le problème, c'est qu'il y a autant de mauvaises choses qu'il y a de bonnes choses. Moi je te rejoins notamment sur le visuel du film qui est totalement magnifique et qui est l'un des plus beaux à regarder de toute la franchise. Toutes les scènes de combat, que ce soit la séquence avec les bateaux ou que ce soit le combat final Hong Kong, les scènes de combat elles sont extrêmement bien foutues, quoi. Mais même moi toutes les séquences avec la petite Jia, j'étais à fond, je trouve qu'elle est magnifique cette gamine, elle réussit à insuffler tellement de choses. L'actrice Kelly Holtz qui est elle-même réellement sourde, je trouve qu'elle réussit à crever l'écran à chaque séquence, quoi. Et puis il y a énormément de bonnes idées, le fait qu'elle réussisse à communiquer avec Kong et que Kong comprenne le langage des signes, là je me suis dit il y a un truc. Et puis elle m'a fait énormément penser à tous ces personnages un peu à la Miki Saegusa qu'il y a dans les films japonais. Finalement ce Kong là, c'est quand même censé être le Kong de Skull Island. Et je me dis c'est très bizarre la façon dont il a évolué, parce que limite dans Skull Island il bouffait des humains, enfin je veux dire il prenait des hélicos, il fracassait en deux, il tapait des mecs avec son poing et tout ça. Là, il s'est très adouci. Alors peut-être parce qu'il a pigé le langage des signes, mais c'est marrant parce que ce Kong, c'est même plus Kong, quoi. C'est presque mon ami Joe mélangé avec la guenon de Congo, tu vois.
On est presque à ce niveau-là, quoi. Avec une dose de personnalité qui est inspirée du Kong de la revanche de King Kong, hein, qui est tout sympa, qui est tout gentil, qui est tout cool et tout. Et en même temps, il y a cette idée curieuse de faire Kong un personnage de héros des années 80. C'est-à-dire qu'il y a des gimmicks à un moment donné. Le plan où Kong saute du bateau et que le bateau est tranché en deux par le souffle de Godzilla, et quand il saute comme ça, c'est repris de Die Hard quand il y a Bruce Willis qui saute de l'immeuble avec l'explosion derrière. C'est voulu. Wingard l'a dit. Vers la fin, quand Kong il a l'épaule pétée et qu'il se reboite l'épaule dans un immeuble, c'est carrément l'arme fatale. On est en plein dedans. Donc pour Wingard, Kong, c'est le héros des années 80 malgré lui, quoi. C'est très bizarre comme choix, mais bon... Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, il faut bien définir ces personnages dans cette espèce... Enfin, ouais, il faut bien définir les personnages d'une manière ou d'une autre, mais enfin, moi, je pense à King Kong, je pense pas à John McClane, tu vois. Mais c'est pas grave, je veux dire, le film reprend aussi certains clichés d'Ato, Kong qui est transporté avec des hélicoptères, avec des filets, ça c'est un truc qui est impossible, mais qui est totalement inspiré de l'Ato. Je veux dire, ils vont l'amener d'un point A à un point B et lui dire « Bon Kong, tu vas aller nous chercher la source d'énergie qui est au centre de la Terre et tout machin ». Ça c'est la revanche de King Kong, hein, on est en plein dedans, hein. La grosse séquence aussi de la Terre creuse, qui est aussi un moment pivot dans le film, qui m'a rappelé toutes les anciennes civilisations des films de Lato, que t'as dans Atragon par exemple, que t'as dans Godzilla vs Megalon avec Cytopia, dans Mothra 2 avec la cité aquatique de Nilai Kanai. Enfin, ça renvoie à énormément de choses du lore Godzilla, et puis la scène en elle-même, elle est géniale, quoi. Je me suis dit, il y a tellement à faire, il y a tellement de choses à raconter. Pour le coup, c'était une véritable invitation au voyage. À la décharge de Godzilla vs Kong, ça c'est quand même un gros truc que Pacific Rim arrivait à te faire gober, et que les gens curieusement n'adhèrent pas à Godzilla vs Kong, c'est qu'on a des brèches qui t'amènent au centre de la Terre vers une dimension parallèle. Enfin, curieusement, sur Pacific Rim ça passe, alors, parce que c'est Del Toro, mais là ça passe pas, parce que ça a l'air stupide. Or, c'est pareil, hein. Enfin, quand il réfléchit, c'est un tunnel qui t'amène au centre de la Terre où il y a un truc. Enfin, c'est pareil. Fondamentalement, c'est pareil. Alors ça, par contre, je suis pas d'accord. Qu'on dise que ça c'est stupide, je suis pas d'accord, parce que ça fait appel à des imaginaires presque verniens, de voyage au centre de la Terre, des trucs comme ça. C'est dans l'imaginaire. On y va à fond. Allons-y, quoi. Au bout d'un moment. Là où dans King of the Monsters, Doug Garcia il balance les références comme un lance-pierre, dans le sens où tiens, regarde l'Oxygen Destroyer, tiens, tac, je te fous le thème de Godzilla, tiens, regarde là, je te fous la Godzilla, comme ça et tout, tu vois. Même quand il fait oh my god, après il fait Zilla, comme ça, enfin, tu dis c'est trop, vraiment t'en as marre, et tu sens que même parfois quand t'as des références que seuls les fans peuvent comprendre, en tant que fan, tu te sens, t'es surchargé de références, c'est insupportable. Et surtout l'histoire est justifiée par la référence. Alors que dans Godzilla contre Kong, les références sont là, mais elles sont plus discrètes. Parce qu'on te les pointe pas du doigt comme ça en disant regardez, il y a une référence là, regardez, il y a l'Oxygen Destroyer. Non, enfin, Kong il est porté par des hélicoptères, donc là tu pas plus que ça, tu vois, on te dit voilà, on te le montre. Dans Pacific Rim aussi, les robots sont portés par des hélicoptères. Les références sont légèrement plus discrètes, et ça m'a plu. Parce que je me suis dit, oui, je reconnais, mais c'est pas forcé. Je suis d'accord avec toi, Adrien, c'est que je suis content qu'il ne nous fasse pas le coup de la référence incessante. La seule référence que j'ai percutée, c'est aller quand il chope le truc et qu'il le fout dans la gueule de Godzilla, mais ça, c'est un truc qui dure 2 secondes et qui est vraiment un petit truc. Même Junkie XL, il se dit pas je vais faire une musique qui ressemble trop à Godzilla. Ça peut être soit frustrant ou soit génial selon la sensibilité du spectateur. Je suis très content que Junkie XL il ait fait ce thème, parce que Jordan justement on en parlait l'autre jour, et tu me disais bizarrement en fait le thème de Godzilla, même si c'est pas le même, c'est comme si en fait Junkie XL avait pensé à un thème pour Godzilla si en effet Godzilla était méchant. Et en fait c'est ça, c'est un genre de thème un peu dark de Godzilla, qui fait que ouais, quand il arrive, c'est le bad guy, quoi. Et ça reste un thème de Kaiju les gars, hein. On ne fera pas croire le contraire, hein. C'est le tan, enfin tu l'as, quoi, hein. La sonorité elle est là. On dirait une version dark et maléfique en fait du thème original. Là où tout ce qui a trait à Kong est beaucoup plus optimiste, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus même porté vers l'espoir, là pour le coup t'as vraiment
t'as vraiment quelque chose de menaçant et de pesant, t'as vraiment un thème de bad guy pour le coup, alors qu'encore une fois, dans le film, on t'explique pas réellement pourquoi Godzilla est méchant, alors que, en fait, c'est marrant parce qu'il y a un tel décalage entre la musique et le produit fini. T'as vraiment l'impression que dans la musique, il y a toutes les intentions de réal de base, mais que compte tenu du montage final, ça fait plus sens. C'est là où je me pose la question de savoir si Tom Ockelborg, Junkie XL, a rejoint la prod une fois que le film était monté, donc la version actuelle, une fois que le film était monté, ou alors s'il avait rejoint le projet avant, parce qu'effectivement, quand tu vois le film, on te dit, bah voilà, d'emblée, Godzilla c'est un méchant, bon, bah tu vas épouser cette logique-là, ou alors est-ce qu'il a... Tu vois, c'est... Ouais, je me suis fait la réflexion aussi. C'est vrai que c'est des musiques qui sont assez dark, alors que le personnage était pas du tout était dans un côté majestueux, mais pas forcément dark dans le film d'avant, tu vois. En fait, il a été annoncé au mois de juin 2020, mais il avait déjà commencé à travailler sur le film bien avant l'annonce officielle, puisqu'en plus, il y avait déjà des rumeurs qui disaient qu'il travaillait sur le film. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y avait d'autres rumeurs aussi qui l'annonçaient déjà sur Godzilla 2. Ouais, donc il a forcément fait son score avant celui de Justice League. It's Godzilla. We need Kong. This won't end until one of them submits. Here we go. Je pense que je le reverrai vraiment volontiers parce que j'en garde pas une mauvaise expérience, parce que je l'ai pris tel quel en fait, encore une fois, tu vois. Alors peut-être parce qu'il y a le côté Covid qui nous conditionne et qu'on a envie de s'amuser un peu, qu'on a envie de rigoler. Je dis pas que c'est le film Godzilla qu'on méritait, parce que finalement je me dis en fait, le film Godzilla vs Kong, qu'on veut le grand truc dark, apocalyptique, le choc des titans suprême, les océans qui se déchaînent et les continents qui s'éclatent sous leur combat, ça n'existera jamais, j'ai l'impression. Donc, si t'as pas le film dark, bah autant avoir l'exact opposé. Et pour le coup, on a eu l'exact opposé. Donc, bon, non. Voilà, j'ai pas d'opinion définitive, mais j'ai eu un bon moment popcorn, mais qui est même pas un bon moment popcorn dans le sens noble du terme. C'est encore trop tronçonné pour rester en tête. Et pourtant, il y a ces scènes de combat de monstres, moi, qui m'ont plu et qui font limite le prix de cette version qu'on a vue. Mais j'espère vraiment qu'on aura... voilà, comme un fanboy, je veux voir la version longue, parce que je veux voir le film qui était prévu sur le papier, et non pas juste le produit reconditionné à l'aune... qu'on a reconditionné parce qu'il y a eu un échec. Voilà. On est tout à fait d'accord, et même si j'ai un avis tranché sur le film... moi j'ai envie de voir le film en salle, j'ai envie de découvrir ça sur grand écran. Alors vu qu'on est dans une optique de réouverture des salles, vu que Warner a laissé quand même supposer qu'il pourrait quand même sortir le film sur grand écran malgré l'achat digital, moi j'ai envie d'y croire, et j'ai envie de découvrir le film dans des bonnes conditions, parce que clairement voir le film sur ma télé, c'était pas le voir dans des bonnes conditions. Maintenant, je te rejoins. S'ils peuvent nous sortir une version longue, bah ça m'irait totalement. Alors de là à sortir un hashtag release the Wingard Cut, je sais pas si c'est pertinent, mais ne serait-ce que pour voir ce que le film aurait dû être. Moi, j'ai juste envie de découvrir ce qu'on n'a pas pu voir. Je suis persuadé, alors je suis peut-être naïf, mais je refuse de croire que Wingard... et puis se dire, bah voilà, le film que je sors, c'est le truc que je voulais faire avec le scénario que j'ai vu à la base. En tant que réalisateur, putain, t'es quand même un minimum attaché à ce que tu fais, tu vois. Donc, même s'il avait voulu un ton plus film d'aventure, plus film familial, ce que je peux comprendre jusqu'à un certain degré pour ces personnages-là, je ne peux pas croire que cette version-là, la version qu'on a vue, c'est une version que c'était le film qu'il avait en tête. J'en refuse de croire ça, c'est pas possible. C'est impossible.
Alors, peut-être que maintenant, ça demande aux scénaristes de réécrire des films de 2 heures qui sont faits pour être tournés pour donner des films de 2 heures, tu vois. Et il faut que les studios arrêtent d'écrire des scripts qui sont faits pour des films de 3h30 et qui ensuite sont rabotés au montage. Il faut arrêter ce délire-là aussi. Parce que la... piège, ça, toujours, hein. Bah oui, enfin, faut arrêter. Après, les mecs, ils s'étonnent que les films fonctionnent pas. Mais même encore aujourd'hui, je comprends pas comment Godzilla King of the Monsters a pu se planter. Je veux dire, moi, j'aime pas le film, mais c'est un film qui a tous les éléments, normalement, pour encore plus marcher que le film de Gareth Edwards à l'époque, quoi. C'est un truc que je pige toujours pas. Peut-être que ça va donner des envies à Hollywood, maintenant, de refaire des blockbusters d'1h45 qui vont vite, rapide... je sais pas. Enfin, vous voyez, on n'arrive pas forcément à donner un point final à cette discussion parce qu'on a l'impression que c'est que l'amorce du truc. Que c'est même pas une vision définitive qu'on a du film. Parce que moi demain, on me dit on fait un marathon cinéma avec les 4 Monsterverse. Moi, j'y vais. Hein, comme toi, Jordan. Hein, on y va, quoi. Hein, même revoir King of the Monster que j'aime pas, je me le refais, quoi. Et... on a été privé de cette expérience de cinéma fun déjà. Et les gens n'en retiennent que le négatif. Et c'est dommage. Je trouve ça un peu dommage d'un côté, ce qui ne retire pas au film toutes ses qualités et tous ses défauts, en l'état. En l'état. Moi, je m'accroche vraiment sur Wingard. Legendary est quand même à chaque fois engagé des réalisateurs différents, c'est pas pour rien, des réalisateurs différents, des chefs-op différents, des compositeurs différents pour donner une couleur différente à chaque film. Bon, à chaque fois c'était plus ou moins opportuniste, tu vois, mais je me dis, on ne termine pas une saga avec un film d'1h50 alors que les films étaient de plus en plus longs et qu'on s'acheminait vers un truc un peu grandiose. Après, effectivement, ils peuvent faire d'autres films Monsterverse sans exploiter les monstres de la taupe, parce qu'à un moment donné, Adrien, tout à l'heure, tu parlais du générique avec Rodan et l'autre qui sont tués hors champ. Je me suis dit, c'est peut-être Legendary qui avait plus envie de dépenser de l'argent dans les copyrights de Rodan et de Mothra et tout ça, parce qu'à un moment donné, ça coûte cher, hein, tous ces monstres à amener sur grand écran. Donc ils se sont dit, peut-être, allez, Godzilla et Mechagodzilla, ça suffit pour les copyrights Toho, et ensuite on met tout sur Kong et les Skullcrawlers, et puis ça suffit. Hein. Alors je sais pas comment ils vont se débrouiller pour continuer sur Godzilla. De toute manière, le studio a dit que... Enfin, le studio et de toute manière, le Wingard et tout ça, ils ont dit tant qu'il y a le public, on en refera. Donc, et le film a quand même bien marché, faut dire. Donc il n'y a pas de raison qu'ils en fassent pas d'autres. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas aussi de raison qu'ils en fassent de mauvais. Donc, il faut se focus un petit peu sur le côté un peu fantasy de l'univers là, et il faut nous faire un retour sur la Terre creuse, sur les origines de Kong, sur peut-être la relation qu'il entretient avec Godzilla. J'en sais rien, quoi. Mais non, il faut creuser, quoi. Et encore, les futurs films, s'ils en font, ça dépendra aussi du renouvellement de contrats entre Legendary et la Toho. Hein. Il faut surtout penser à ça. Il faut aussi penser au fait que Legendary, c'est quand même maintenant une boîte chinoise maintenant. Donc du coup, il faut s'adapter à la fois au marché hollywoodien, mais aussi au marché chinois. Et clairement, je ne suis pas étonné du carton que Godzilla vs Kong a fait en Chine, parce que c'est un film qui est... dans ses couleurs et dans ses délires, et quasiment calibré pour le public chinois. Ce qui est d'autant plus étonnant qu'ils aient coupé Zhang Ziyi quand même, parce que ça aurait pu être un argument promotionnel supplémentaire pour le marché chinois. Mais je pense que ils avaient surtout besoin de sortir le film rapidement pour se refaire de l'argent chez Warner, pour renflouer les caisses, parce qu'il y avait besoin aussi. Donc c'est vrai que sacrifier... un tentpole au cinéma pour le mettre en avant sur HBO Max, de toute façon, Justice League a prouvé qu'un film pouvait fonctionner en streaming si tu créais l'événement. Là, ils l'ont fait, ils ont fait un pari, ça a fonctionné. Après, est-ce que les gens vont se remotiver? Je parle du grand public. Est-ce que le grand public va se remotiver pour voir d'autres films Godzilla, d'autres films Kong? Ça, je suis un peu moins sûr, par contre. Je suis un peu moins sûr. Là, ça a marché parce que c'est Godzilla versus Kong, et que on voit un petit peu le bout du tunnel du Covid, et que les gens avaient aussi besoin de s'amuser un peu.
Après, est-ce que les gens vont repartir, vont aller au cinéma si on repart sur des films solo, sur des unitaires? Je sais pas, je sais pas. C'est un film qui nous aura fait parler, hein, ça c'est sûr. Mais avant de conclure, Adrien, il me semble que tu voulais nous parler d'une série qui passe actuellement sur Netflix. Comme vous savez, avec le confinement, de toute manière, on a peu de choses à faire, et en l'occurrence, je vous conseillerais bien de voir la série Pacific Rim The Black, qui fait donc suite directe à Pacific Rim Uprising, c'est important de le noter. Donc ça se tient dans le même univers, tous les événements ont lieu, donc les événements du premier et les événements du deuxième. C'est animé par Polygon Pictures. On n'avait pas eu beaucoup de bonnes choses à dire avec Polygon Pictures, souvenez-vous, la trilogie Godzilla. Et ben là, c'est pas si mal. Parce que l'univers Pacific Rim est relativement riche, et nous le savons hein, tous. L'animation est pas trop mauvaise pour le coup. On suit vraiment un frère et une sœur qui en fait sont paumés au milieu de l'Australie dans une zone qui s'appelle The Black, où en fait c'est totalement dévasté, il n'y a que des kaijus dans cette zone et des gens qui luttent pour la survie. C'est vraiment un genre de déclin d'humanité, hein. C'est très pessimiste. Et en fait, ils trouvent un Jaeger d'entraînement et ils veulent aller rejoindre Sydney, là où seraient possiblement leurs parents. C'est dans cet épisode de 20-30 minutes, ça se regarde très vite. Cependant, et ça on en parlera peut-être, hein, on a bientôt la sortie de Shin Ultraman, qui est ça, et ça pour le coup, je pense que ça il faut en parler. Et surtout, Anno a signé pour Shin Kamen Rider. Et je vois pas bien qui est comme un fou. Et nous le sommes tous parce que écoute, il aura fait une bonne trilogie de monstres et héros en mode revival. C'est plutôt intéressant comme programme. Bon moi il me reste à découvrir Pacific Rim The Black que je n'ai pas encore vu. Et puis après quand on pourra découvrir Shin Ultraman, on verra ça parce que moi ça me rend extrêmement curieux. Mais en tout cas vous, si vous voyez ou si vous avez vu Godzilla vs Kong, n'hésitez pas à nous donner votre avis parce que je sais que c'est un film qui divise pas mal. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous, surtout en ce moment. Nous on se quitte en musique du coup avec le thème de Kong. Et puis on se fait la petite phrase habituelle. Donc prenez soin de vous et transmettez-vous.